merci de m'avoir invité. Alors, au titre de mon appartenance au service de médecine interne de Saint-Antoine, où on est centre de référence des enjeux œdème bradykinique. Mais évidemment, je vais vous en reparler assez vite. Alors, dans le titre, il y avait aussi conduite à tenir quand on est appelé aux urgences. Et donc, qui dit urgence dit justement urgence vitale et fonctionnelle. Vous connaissez tous, certaines problématiques avec les œdèmes du visage. Globalement, si on peut résumer, il y en a 3 qui sont franchement des urgences vitales. C'est le risque asphyxique. Alors, je vous ai mis la photo de monsieur Quink, interniste allemand, 1882. Donc l'œdème de Quink qui est d'origine soit allergique, soit, on va revenir, bradykinique et donc ce gonflement du visage qui est une urgence vitale. L'infection bactérienne, hein, la staphylococcinine de la face, les érysipèles, on va y revenir, et les thromboses. Alors, je vais commencer par la 2 choses qui sont intéressantes dans la conduite à tenir, devant un œdème de la face, c'est de savoir depuis quand il dure. C'est pas du tout la même chose, même si ça a l'air d'être assez logique que de le dire, que d'avoir un œdème aigu, quitte à ce qu'il soit récidivant, qui dure que quelques jours au maximum, avec un retour complet à l'état de base, ou d'avoir un œdème chronique avec un gonflement progressif du visage. Et c'est évidemment pas du tout les mêmes pathologies, vous vous en doutez. Donc ce côté timing est très important et d'ailleurs, quand on pour certaines étiologies telles que les angioœdèmes, la durée de la crise est très importante. On va y revenir. Alors ce qui est aussi très intéressant, bah, là aussi vous vous en doutez, hein, on a abordé les, dermohypodermiques, le fait que le patient ait de la fièvre. Une lésion cutanée en regard ou une atteinte cutanée diffuse n'est pas du tout la même orientation diagnostique et l'interrogatoire sur les prises médicamenteuses, bien sûr. La recherche d'autres signes systémiques reste très importante. Alors, on va rentrer rapidement dans des exemples en vrac avant de rentrer dans le détail de certaines maladies. Ici, c'est pas aux urgences, c'est une patiente qui est adressée à la consultation de médecine interne, 35 ans, pour une suspicion de lupus, une suspicion de Vespertilio. Bon, pour les plus fins dermatologues, ce d'autant plus que le bilan immunologique était négatif, vous aurez compris qu'il s'agit d'une rosacée, et donc c'est une des causes assez fréquentes, hein, de consultation pour gonflement du visage, effectivement. Et donc vous voyez, le fait qu'il y ait des lésions cutanées, ça, c'est vraiment un critère d'orientation. Ici, pour parler de lésions cutanées plus diffuses, vous avez un patient qui vient pour un gonflement du visage, mais qui a aussi, de façon un peu plus diffuse, dans d'autres régions en tout cas, un érythème qui est un érythème qui ressemble à un érythème urticarien, le tout associé à un fébricule et une cytolyse. Alors, l'âge est un peu étonnant, mais il s'agissait d'une urticaire aiguë sur une primo-infection ACMV. Donc urticaire et gonflement du visage, ça aussi on va y revenir, c'est vraiment une des causes. Ici peut-être le point central du topo, cette patiente qui a 30 ans, qui vient avec cette photo, donc de gonflement, franc du visage, surtout au niveau des lèvres, asymétrique, qui aura duré au total 48 heures. Et en fait, elle nous raconte que ça fait depuis 3 ans que ça évolue, depuis sa première grossesse, des épisodes répétés, notamment des extrémités, mais aussi des cuisses et des organes génitaux externes. Elle a aussi des douleurs abdominales récurrentes et de temps en temps, précédant les gonflements au niveau, les épisodes de gonflement, elle a une éruption cutanée qui ne gratte pas. La mère a elle aussi des crises et les antihistaminiques ne sont pas efficaces. Voici la photo des lésions cutanées. Je vous ai mis le diagnostic, c'est un érythéma marginatum. On dose le C1 inhibiteur qui est négatif, enfin qui est effondré. Le C1 inhibiteur fonctionnel, donc l'activité est elle aussi très basse, à moins de 50%. Et chez sa mère, c'est pareil. On pose donc le diagnostic d'angioœdème bradykinique héréditaire, bon, de type 1, on va y revenir, le fameux angioœdème neurotique.
Un dernier exemple, je crois, cette femme, pour vous dire que, il y a vraiment une différence entre les poussées aiguës et les poussées chroniques, hein, le gonflement chronique. C'est cette dame qui nous est adressée justement pour une suspicion d'angio-œdème, sauf que, son œdème de la face, il dure depuis plusieurs, semaines, que certes elle a des douleurs abdominales, mais qui sont plutôt elles aussi chroniques. Et à l'interrogatoire, ici la photo de son porte-à-4, elle a un antécédent de Hodgkin qui a été traité par chimiothérapie et radiothérapie. Et en fait, il s'agissait d'un syndrome cave sur une sténose post-radique de la veine cave supérieure. Vous voyez, un second gonflement. Ah, c'était l'avant-dernier. Et donc le dernier, là, assez grave, hein, vous voyez, la dame n'a pas l'air d'aller très bien. C'est une suspicion d'angio-œdème, sauf que la dame est fébrile, a un trismus et qu'il s'agit d'un phlegmon de l'amygdale. Voilà, à travers ces quelques exemples, je vous redis quand même les causes en général de gonflement du visage, les causes infectieuses, hein, la fièvre bien sûr à regarder, que ce soit la cellulite ou les cellulites ou la staphylococcus maligne, hem, les lésions de zona et d'herpès et éventuellement certaines sinusites compliquées dans les causes infectieuses. Mais il y a d'autres causes, les causes auto-immunes. Donc, j'ai parlé de lupus tout à l'heure, même si c'était une rosacée, hein, avec ce gonflement et donc ce vespertilio et les dermatomyosites. Les causes endocriniennes que vous connaissez, hein, l'hypothyroïdie, le Cushing et le gonflement non pas du visage, mais surtout des yeux dans la maladie de base d'eau. Les causes iatrogènes, hein, ici une pustulose exanthémateuse aiguë généralisée et ici un eczéma de contact lié à, une apposition d'un produit sur les cils. Les causes vasculaires avec, le syndrome cave supérieur, l'œdème en pèlerine, le gonflement du visage, la circulation veineuse collatérale et les thromboses du sinus caverneux. Les causes sinusiennes sont beaucoup plus rares, hein, que ce soit les sinusites, heu, cognées et les causes de cancer, soit des sinus, soit d'adénocarcinome, soit de sarcome des sinus. Bon, c'est quand même plus rare. Les pathologies des parotides, ça vous êtes amené à en voir régulièrement, que ce soit une hypertrophie parotidienne au long cours ou soit dans le cadre d'un épisode aigu, une parotidite infectieuse ou inflammatoire. Et bien sûr les angio-œdèmes et ça, on va détailler un petit peu plus. Alors qu'est-ce qu'un angio-œdème? C'est un œdème, un gonflement qui touche le derme profond et le tissu sous-cutané, ou le tissu sous-muqueux, quand il s'agit par exemple de la langue ou du tube digestif. C'est localisé, même si ça peut être à plusieurs endroits, c'est souvent asymétrique et les régions de prédilection sont la face, les extrémités, donc les mains, les pieds, les régions génitales et les muqueuses, notamment malheureusement les voies aériennes supérieures qui en font toute la gravité, le tube digestif. C'est ferme, hein, ça prend pas le godet, c'est vraiment pas des œdèmes des membres inférieurs comme on a l'habitude d'en le voir et ça arrive brutalement, ça dure quelques jours tout au plus. Souvent ça ne gratte pas, la peau est de couleur normale, vous voyez bien, et il n'y a pas de desquamation au regard. Voilà pour l'angio-œdème. Dans les causes d'angio-œdème, on en distingue 2 grandes causes. L'angio-œdème dit bradyclinique, je vais revenir dessus, mais aussi l'angio-œdème urticarien. Alors il y a une diapo qui a dû sauter, mais c'est pas grave, vous avez ces 2 grandes causes et on reviendra là-dessus. En termes de fréquence, très clairement, l'angio-œdème urticarien, l'angio-œdème histaminique est, la cause la plus fréquente à plus de 90 du temps. Et donc l'angio-œdème histaminique, ça rentre dans le cadre d'une urticaire. Dans le cadre d'une urticaire qui est la plupart du temps, comme diagnostic, une urticaire chronique, qui est fréquent, hein, c'est 1 de la population et qui est très clairement à différencier de l'allergie. C'est pas l'œdème de Quincke, le choc anaphylactique, c'est pas dans les suites d'un médicament ou d'une piqûre d'insecte, c'est quelque chose qui survient spontanément et qui a tendance à récidiver. Il y a 2 types, l'urticaire inductive, vous connaissez bien sûr le dermographisme et il y en a d'autres et l'urticaire
chroniques, spontanées, sans cause. 40% des cas sont associés à des épisodes d'angio-œdème qui sont aussi de l'urticaire profonde. Et d'ailleurs, dans 10% des cas, le diagnostic se fait seulement sur la survenue d'un angio-œdème. La guérison est souvent spontanée au bout de quelques années et c'est en lien avec tout simplement une dégranulation des mastocytes sans autre facteur déclenchant. Le traitement, c'est les antihistaminiques. C'est dans le titre, de deuxième génération. La cétirizine, la bilastine, les bastines, la lévocétirizine. Et par contre, comme il est fait trop souvent, les corticoïdes ne sont pas indiqués. Et dans le cadre de l'angio-œdème histaminique, l'adrénaline n'est pas nécessaire. Vraiment à différencier de l'anaphylaxie où là, c'est le traitement de référence. D'accord? Le traitement de fond de l'angio-œdème urticárien, c'est les antihistaminiques aussi, à prendre au quotidien et à monter jusqu'à 4 fois la dose en cas de crise. Bien sûr, il y a des traitements de deuxième intention de l'omalizumab, mais qui sont vraiment à utiliser en cas d'échec des antihistaminiques. Par contre, tous les autres traitements ne sont pas recommandés. Alors pour l'angio-œdème bradykinique, qui est l'autre cause de œdème, c'est beaucoup plus rare. Et on distingue les causes héréditaires des causes acquises, qui sont un peu plus fréquentes, notamment celles en lien avec les IEC. Je vous ai mis un schéma qui a l'air assez incompréhensible, mais qu'il faut synthétiser par le fait que ces enjeux œdèmes, ces gonflements, sont liés à l'accumulation de bradykinines qui font gonfler le système endothélial, qui permettent que l'eau gonfle à travers les cellules, passe à travers les cellules endothéliales. Ce système de bradykinine est activé via les kallicréines avec plusieurs choses qui permettent d'augmenter la production de bradykinine, notamment les voies de la coagulation, la plasmine, le facteur 12. Et la bradykinine est détruite par certaines enzymes, notamment l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Un inhibiteur de tout ça, de toute cette cascade, c'est le C1 inhibiteur. Cet inhibiteur du complément C1, c'est vraiment ce qui va permettre de stopper la cascade, en plus des voies d'élimination des bradykinines. Tout ça pour dire que si vous avez une mutation, une dysfonction sur le C1 inhibiteur, vous allez accumuler de la bradykinine. Et sur les causes acquises médicamenteuses, si vous inhibez l'enzyme de conversion de l'angiotensine, chez certaines personnes, ça reste rare, vous pouvez accumuler de la bradykinine et faire des angio-œdèmes. Alors les manifestations cliniques, c'est ce que je vous ai dit, ça démarre un peu plus progressivement que les angio-œdèmes histaminiques, mais ça n'en fait pas vraiment un critère de distinction. Et il y a évidemment 3 phases. Une phase d'installation où ça progresse, une phase d'état où ça ne bouge plus, et il faut vraiment en arriver là le plus tôt possible avec les traitements, et une régression spontanée sans séquelles. Et ça dure un peu plus longtemps, 2 à 5 jours. Les formes héréditaires sont surtout autosomiques dominantes et il existe une grande variabilité entre les personnes d'une même famille qui sont atteintes. L'atteinte est bien sûr cutanée, vous en avez vu les images, visage en prédominance, extrémités, organes génitaux externes, je vous l'ai déjà dit, mais aussi des crises douloureuses abdominales avec des gonflements, un œdème, voire même un petit peu d'acide comme vous le voyez là sur l'échographie. Des douleurs qui peuvent être intenses associées à des signes digestifs tels que les vomissements et un syndrome pseudo-occlusif. Vous voyez là cet épaississement digestif. Et l'atteinte la plus grave, c'est la forme laryngée ou de la langue qui peut, vous le comprenez très bien là, devenir asphyxique. C'est 1% des crises, mais ça touchera au total 50% des patients avec un enjeu œdème héréditaire et un risque asphyxique qui est important. Il ne faut donc pas du tout traîner pour administrer le traitement. Dans les facteurs déclenchants, il y a de tout, comme beaucoup de maladies avec des poussées, et notamment les traumatismes, les infections, mais aussi, particularité, le facteur aggravant des oestrogènes. Je vous rappelle la patiente que je vous ai présentée, les manifestations ont commencé dans les suites de sa première grossesse. Et bien sûr, les médicaments qui aggravent les crises d'angio-œdème chez ceux qui ont un angio-œdème héréditaire. Bien sûr,
on peut ne pas avoir un angioœdème héréditaire et faire un angioœdème sous IEC, je vais y revenir. Le traitement, comme je vous disais, bah, il est indiqué à chaque fois qu'on a une crise de la sphère de la tête, hein, du visage, parce que bah, il y a ce risque asphyxique. Et donc vous avez deux possibilités, soit l'icatibant, qui est un inhibiteur des bradykinines, et le concentré de ces inhibiteurs, qui est le Berinert, bah, qui va permettre d'inhiber cette création des bradykinines. Si ça ne s'améliore pas, on peut switcher éventuellement, mais la plupart du temps, c'est très efficace. C'est d'autant plus efficace que le traitement est administré tôt et il permet d'arriver à la phase d'état le plus vite possible. Ça ne fait pas dégonfler forcément l'œdème, mais ça permet d'éviter qu'il ne progresse. Et en traitement de fond, alors on a fait beaucoup de progrès ces derniers temps avec des patients qui, pour éviter les crises, étaient un peu démunis. On prescrivait du Danatrol chez les hommes, des microprogestatifs chez les femmes. Et depuis quelque temps, cet article du JAMA qui a démontré l'intérêt du lanadelumab, un inhibiteur de kallikréine, qui se fait sur une injection sous-cutanée toutes les 2 semaines et qui permet de diminuer largement le nombre de crises. Ça, c'est la posologie habituelle. Vous voyez une diminution franche du nombre de crises sévères et du nombre de crises globalement. Et donc, pour les formes acquises, qui sont beaucoup plus fréquentes, les angioœdèmes associés aux IEC, les inhibiteurs d'enzymes de conversion de l'angiotensine, ici l'article Princeps publié en 2012. Vous avez, je vous ai rappelé le mécanisme des éliminations des bradykinines. L'enzyme de conversion de l'angiotensine permet de les éliminer, mais il y en a d'autres, notamment les DPP4. Donc effectivement, un des facteurs déclenchants, enfin, un des facteurs précipitant les angioœdèmes sous IEC, c'est l'association avec d'autres traitements, notamment les gliptines ou les inhibiteurs de mTOR qui sont prescrits beaucoup moins souvent. On a des cas d'angioœdème qui arrivent juste après une thrombolyse pour accident vasculaire cérébral notamment. Donc les angioœdèmes dus aux IEC, ben, voilà, je vous en ai parlé, il y a un effet dose aussi, hein. Plus on augmente les doses, plus on est à risque. Et ça peut toucher tous les sites comme les autres angioëdèmes, mais il y a une atteinte privilégiée sur la langue qui, là aussi, peut être un critère de gravité. Je vous l'ai dit, ça peut être grave, comme les autres angioëdèmes, et je vous ai remis les facteurs de risque. Vous connaissez tous la toux sous IEC qui a un effet secondaire qui survient régulièrement, qui peut survenir régulièrement. C'est un facteur de risque d'angioëdème aux IEC. Un petit mot sur les angioëdèmes de Luette. On avait fait une série récemment qui est en cours de publication, qui est vraiment plutôt de mécanisme urticérien, qui est très impressionnant, surtout que les patients ont une petite dyspnée, une petite dysphagie, mais qui est non grave et souvent associé à un facteur de stress local, donc le ronflement, le reflux, l'alcool, et qui se traite très bien par antihistaminique. Au total, devant un angioëdème, si vous avez de l'urticaire, c'est probablement histaminique. Rarement allergique, mais c'est vraiment les formes graves qu'il faut savoir reconnaître et traiter par adrénaline. Si vous n'avez pas d'urticaire, bah, c'est quand même probablement allergique par argument de fréquence puisque vous n'avez que 1 de bradykinnique, sous réserve d'une prise d'IEC. Et les enjeux œdème histaminique sont dans le cas d'un urticaire chronique, récidivant, non allergique, traitable par antihistaminique. Alors comment distinguer les deux? Bah, vous voyez bien sur cette image, à première vue, c'est impossible. L'argument de fréquence est très important. Mais si on veut rentrer dans quelques détails, il y a le fait que le patient ait une atopie. Certains médicaments donnent plus d'atteinte d'angioëdème histaminique tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Au contraire, pour les bradykinniques, je vous l'ai dit, c'est les UEC, les oestrogènes, la thrombolyse. Il n'y a jamais de signe d'anaphylaxie dans l'angioëdème bradykinnique. Bah, bien sûr, dans l'angioëdème mastocytaire, si c'est une allergie, vous pouvez en avoir. L'atteinte de la face, oui, pour les deux. Et le fait d'avoir des douleurs abdominales est plutôt évocatrice d'angioëdème bradykinnique. Les angioëdèmes bradykinniques durent plus longtemps, hein. Souvent, c'est moins de 24 heures, ça peut aller jusqu'à 72 pour les angioëdèmes histaminiques.
et les antihistaminiques fonctionnent dans les angioïdèmes histaminiques. Voilà l'attitude qu'on a dans le service pour le traitement de tout angioïdème qui vient aux urgences. Bah, si vous avez un angioïdème bradykinique connu et donc une atteinte du visage, vous faites le plus rapidement possible le traitement. Celui que vous avez, soit l'icatibant sous-cutané, soit le Berinert en intraveineuse. Et si vous avez une origine indéterminée, c'est par argument de fréquence sous réserve de ce que vous avez à l'interrogatoire, un angioïdème histaminique et donc on émet des fortes doses d'antihistaminiques. En l'absence d'amélioration, évidemment, on reconsidère le diagnostic d'angioïdème bradykinique, notamment si prise d'IEC, auquel cas on fait le même traitement, et sinon, on refait des antihistaminiques. Je vous ai mis l'astreinte du centre de référence, qui sont disponibles potentiellement à toute heure sur ce numéro de téléphone. Et je vous remercie de votre attention.